Aujourd'hui, je n'ai pas hésité à plonger dans mon bain pour vous présenter la deuxième des 5 valeurs qui nous permettront de traverser toute crise individuelle ou collective de la façon la plus digne et la plus respectueuse de notre réalité d'être humain. Alors suivez-moi et plongez avec moi dans ce bain de jouvence auquel je vous invite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 65 du 23 novembre 2020. Alors, vous vous étonnez évidemment de me voir dans mon bain. Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, la plus prosaïque, c'est que j'aurais voulu faire cette vidéo dans mon étang, mais à présent, mon étang est gelé. Donc, c'était un peu difficile pour moi d'enregistrer une conversation d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, en étant plongé dans de l'eau à 4 degrés, après avoir brisé la couche de glace qui recouvre mon étang. Voilà. Plus sérieusement, je continue la série de conversations du lundi consacrée aux 5 valeurs fondamentales pour traverser n'importe quelle crise, qu'il s'agisse de crise personnelle ou qu'il s'agisse de crise professionnelle ou qu'il s'agisse de crise collective comme nous le vivons actuellement en 2020 autour de cette soi-disant pandémie de coronavirus. Bien. Et donc, dans cette série de 5 vidéos, la précédente date de la semaine dernière et donc si vous n'avez pas écouté la première vidéo, eh bien, je vous invite vraiment à d'abord écouter la conversation du lundi numéro 64 avant d'aborder cette deuxième valeur parce que je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit la fois dernière sur c'est quoi une crise et en quoi les valeurs doivent être traduites en termes de comportement, parce que si elles ne sont pas traduites en termes de comportement, eh bien, je dirais, les valeurs, ce sont des vœux pieux, mais ça ne sert pas à grand-chose de promouvoir des valeurs si nous ne sommes pas en cohérence avec celles-ci. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça dans mon bain? Eh bien, parce que la valeur sur laquelle je voudrais vous faire réfléchir aujourd'hui, c'est la liberté d'être. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous avais parlé de la valeur de respect de l'élan vital et je vous avais parlé des lois de la nature dont on pouvait s'inspirer pour, je dirais, savoir et pour comprendre plus concrètement ce que ça veut dire respecter l'élan vital. Une autre valeur qui me paraît vraiment importante, et quand je dis qui me paraît importante, je voudrais faire une précision que je n'ai pas faite la semaine dernière. Ces 5 valeurs que je suis en train de vous présenter sont le résultat d'un travail commun que j'ai eu le plaisir et le privilège d'effectuer avec plusieurs personnes d'un groupe qui s'est réuni autour de cette réflexion sur quelles sont les valeurs dont on a besoin pour réenchanter le monde et quelles sont les valeurs dont on a besoin effectivement pour sortir de cette crise du Covid-19 de la façon la plus digne, de la façon la plus intéressante possible pour nous les êtres humains. Et donc, cette deuxième valeur que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est la valeur de liberté d'être. Respecter la liberté d'être, respecter la liberté, les libertés fondamentales auxquelles nous avons droit en tant qu'êtres humains. Et en réfléchissant aux 5 valeurs, je me suis rendu compte en fait que chacune des valeurs pouvait être associée à un des éléments de la médecine chinoise. Alors, la semaine dernière, la valeur de respect de l'élan vital, je l'ai associée à la terre, à l'élément terre, parce que effectivement, c'est parce que nous sommes connectés à la terre, c'est parce que nous sommes capables de nous reconnecter à la terre, c'est parce que nous tirons de la terre tout ce qui nous permet de vivre, puisque s'il n'y avait pas la terre, on n'aurait pas de nourriture et donc notre sort serait très vite réglé à ce niveau-là. Eh bien, je me suis demandé, mais tiens, est-ce que les 4 autres valeurs dont j'avais l'intention de vous parler sont des valeurs que je peux rapprocher d'autres éléments de la médecine chinoise? Et pour la liberté,
l'élément qui m'est venu spontanément à l'esprit, c'est l'élément eau. Parce qu'il n'y a rien de plus libre que l'élément eau. Et il n'y a rien de plus libre que cette fluidité de l'eau. Quand vous regardez de l'eau en mouvement, qu'il s'agisse de l'eau à la mer, que ce soit de l'eau dans une rivière, eh bien vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose qui peut résister longtemps à la fluidité de l'eau et à cette envie de couler, couler, couler encore. Et même finalement, si on fait des barrages à un moment donné pour retenir une certaine quantité d'eau, eh bien on est obligé de permettre à l'eau de continuer à couler une fois qu'on l'a forcée à s'arrêter pendant un certain temps, et l'eau finira toujours par trouver son chemin. Et l'autre élément de liberté auquel j'ai pensé et que j'ai associé à l'eau, c'est que pour moi, qui suis un pratiquant du naturisme depuis plus de 25 ans maintenant, pour moi, être nu au soleil ou être nu dans l'eau, c'est quelque chose qui me rappelle à quel point nous, les êtres humains, nous sommes faits pour être libres. Alors, c'est pour ça que je me présente à vous dans mon bain aujourd'hui, parce que c'est un élément d'eau, c'est un élément dans lequel je suis tout nu, et ça me paraissait une excellente illustration, si vous voulez, de cette valeur de liberté d'être dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors, comme la semaine dernière, je voudrais d'abord vous faire réfléchir sur peut-être 3 lois qui conditionnent et qui sous-tendent cette liberté d'être auquel nous devrions normalement tous avoir accès et que nous devrions tous revendiquer. La première loi, c'est la loi de karma. Ce que les Indiens, ce que les hindous appellent la loi du karma, c'est-à-dire que la loi du karma, c'est que on récolte ce que l'on a semé. Finalement, cette loi du karma, on la retrouve dans toutes les religions, on la retrouve dans toutes les philosophies, on la retrouve dans tous les dictons populaires. Ça va du qui sème le vent récolte la tempête, par exemple. Et ça, c'est la loi du karma aussi. C'est-à-dire que nous devons reconnaître cette loi du karma comme étant une loi automatique qui n'a aucun jugement de valeur par rapport à ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous avons la liberté, effectivement, de poser n'importe quel acte dans notre vie, mais à partir du moment où nous posons un acte dans notre vie, cet acte va être suivi, normalement, d'un certain nombre de conséquences. Et en fonction du caractère adapté ou inadapté par rapport à nos objectifs de cet acte, eh bien, nous allons avoir des conséquences qui seront peut-être positives ou des conséquences négatives, mais je n'aime pas parler en termes de positif et négatif, comme vous le savez. Donc, je vais plutôt retraduire cela en disant, nous allons plutôt avoir des conséquences agréables ou des conséquences désagréables. C'est-à-dire que nous allons atteindre notre objectif finalement ou nous n'allons pas atteindre notre objectif. Et vous verrez dans quelques instants pourquoi je vous parle de cette loi du karma comme étant une des lois fondamentales de la liberté d'être. Parce que si on ne reconnaît pas notre responsabilité dans le fait que chaque acte que nous posons dans notre vie quotidienne va avoir des conséquences sur notre vie quotidienne, eh bien, on se sentira à ce moment-là victime du destin. On se sentira victime de la fatalité. Et c'est Carl Gustav Jung qui disait cette très belle phrase sur laquelle j'ai énormément médité dans ma vie. Il disait « Tout ce que nous n'avons pas ramené à la conscience se manifestera dans notre vie comme le destin ou la fatalité. » Donc je répète cette phrase encore une fois, tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience dans notre vie se manifestera comme le destin ou la fatalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toutes les choses que nous faisons sans conscience, eh bien, vont quand même avoir des conséquences, selon cette loi du karma, ou selon cette loi de l'action et réaction. Et à un moment donné, on va se prendre dans la figure le retour et la conséquence de nos actions, mais si nous ne sommes pas conscients des actions que nous avons posées, on va se sentir complètement prisonnier du destin, on va se sentir complètement prisonnier du karma, on va se sentir complètement prisonnier de la fatalité. Alors qu'en réalité, la liberté,
va aller de pair avec le fait de mettre de la conscience dans chacun des actes que nous posons et de mettre de la conscience aussi dans les conséquences possibles, potentielles, qui pourraient découler des actes que nous avons posés. Ça, c'est la première loi dont j'avais envie de vous parler. La deuxième loi, c'est la loi de la discipline. Cette loi de la discipline m'a été inspirée par un koan zen. Alors un koan zen, qu'est-ce que c'est? C'est une petite phrase, c'est une petite maxime sur laquelle les Tibétains disent que parfois on peut rester pendant 10 ans avant d'en comprendre le sens profond. Alors moi ça va bien parce que c'est une phrase que j'ai découverte en 2004, que j'ai mis en exergue de mon livre « Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent ». Et donc vous voyez d'ailleurs que dans le « n'attendez pas que les autres le fassent », il y a cette notion de liberté, il y a cette notion aussi de responsabilité dont je vous parlais il y a quelques instants. Et en exergue de mon livre, donc tout au début de mon livre, avant même la table des matières, eh bien j'ai reproduit ce koan zen qui dit « Recherchez la liberté et vous deviendrez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et vous découvrirez la liberté. » Je répète encore une fois pour que ce soit vraiment bien clair pour vous. Donc, recherchez la liberté et vous deviendrez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et vous trouverez la liberté. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'en fait, si on confond la liberté d'être avec « je fais ce que je veux », et là, je vous renvoie évidemment à la première loi, qui est la loi d'action et réaction, la loi du karma. Eh bien, si je considère que je peux faire ce que je veux parce que je suis libre sur cette terre, eh bien, on risque de se prendre non seulement des baffes dans la figure, ça c'est ce que je vous ai dit, mais en plus, on risque d'être confronté aux conséquences de nos propres désirs et de nos propres névroses. Parce que finalement, ça c'est aussi une loi que j'ai découverte depuis très très longtemps que je travaille sur moi. Je me suis rendu compte que ce dont on a besoin, c'est rarement ce dont on a envie. Par contre, ce dont on a le moins envie, c'est très souvent ce dont on a le plus besoin. Donc, si on reprend cette phrase du koan zen, on peut se dire, finalement, c'est vrai, recherchez la liberté, c'est-à-dire laissez-vous guider par vos instincts, laissez-vous guider par vos désirs. Eh bien, vous allez être mené par le bout de votre nez au niveau de votre vie, c'est-à-dire que ce n'est plus vous qui serez aux commandes de votre vie, mais ce seront vos névroses, ce seront vos conditionnements, ce seront toutes les blessures d'enfance qui sont non résolues et qui vont vous faire aller à droite ou à gauche, mais sans que vous sachiez réellement si c'est vraiment quelque chose qui correspond à vos besoins fondamentaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être dans une dynamique de courir en permanence après ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait le moins peur possible, mais ce n'est pas en allant vers ce qui vous fait le moins peur possible que vous allez découvrir la liberté. Par contre, quand vous commencez à développer la discipline, alors je sais que c'est un mot qui n'est vraiment plus à la mode, c'est un mot qui a été décrié parce que peut-être nous avons été dans un excès de discipline pendant des centaines d'années avec un système éducatif extrêmement contraignant. Mais si vous regardez le bon côté de la discipline, le bon côté de la discipline, c'est quoi? C'est d'apprendre à mettre en place dans notre vie des routines. Et plus nous allons mettre en place des routines, comme par exemple se laver les dents le matin, le midi, le soir, ou après chaque repas, ou le soir, bon, peu importe comment vous gérez votre hygiène dentaire, eh bien, le fait d'avoir mis en place une routine depuis des années, depuis quasiment votre petite enfance, eh bien, fait que vous n'avez plus besoin de mettre de l'énergie pour accomplir cette routine. Je prends aussi l'exemple du gymnaste. Le gymnaste ou la gymnaste, c'est quelqu'un, lorsqu'on les regarde, ce sont des gens qui ont une liberté extraordinaire par rapport à leurs mouvements, par rapport à leur corps. Ils font à peu près tout ce qu'ils veulent de leur corps. Et
on s'en émerveille, bien entendu. Il y a des gens qui font les Jeux Olympiques, qui font les championnats du monde en gymnastique, et c'est toujours assez spectaculaire de voir cela. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à une telle liberté de mouvement? Comment est-ce qu'ils arrivent à faire des choses aussi incroyables qui est en dehors de la portée de la plupart d'entre nous? C'est tout simplement parce qu'ils ont eu la discipline de s'entraîner pendant des centaines d'heures qu'ils sont arrivés à cette discipline. Autre exemple encore que je vous donnerai qui est plus proche de ma réalité, c'est que lorsque j'ai appris à jouer du piano entre l'âge de 8 ans et l'âge de 15 ans, eh bien, mon professeur de piano, toutes les semaines, me demandait de faire des gammes, me demandait, et me commandait d'ailleurs, de faire des exercices pour délier mes doigts, pour développer de plus en plus ma dextérité, pour être capable de travailler de plus en plus rapidement avec mes doigts, aussi bien de la main gauche que de la main droite, alors que je suis droitier, donc peut-être que la main gauche avait un peu plus de difficultés, donc elle me faisait travailler davantage ma main gauche que ma main droite. Mais grâce à cette discipline que j'ai eue entre l'âge de 8 et 15 ans, aujourd'hui, à l'âge de 59 ans, je peux encore prendre une partition que je ne connais pas, la mettre sur le pupitre de mon piano et la jouer probablement assez bien dès la deuxième lecture de cette partition. Je peux aussi improviser un certain nombre de chansons, je peux improviser un certain nombre de morceaux, tout simplement parce que je me suis discipliné. Et c'est grâce à cette discipline que j'ai pu acquérir de la liberté. Ceux et celles d'entre vous qui ont la discipline de travailler régulièrement, pour ceux qui doivent encore travailler et qui ont la chance d'avoir du travail ou qui ont créé leur propre emploi, eh bien, si vous avez cette discipline de tenir à jour votre comptabilité, de respecter les délais vis-à-vis de vos clients ou de respecter les délais vis-à-vis de vos chefs de service, etc., eh bien, vous recevez de l'argent à la fin du mois qui vous permet d'avoir la liberté d'acheter ce que vous voulez ou de partir en vacances ou de vous déplacer, de déménager dans une maison qui est plus agréable, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette discipline qui va vous donner la liberté. Là, c'est la liberté financière, la liberté monétaire, de pouvoir vivre une vie qui se rapproche davantage à vos aspirations. Est-ce que vous avez compris cette deuxième loi de la liberté? Donc, c'est la loi de la discipline. Alors, la troisième loi dont j'avais envie de vous parler, c'est la loi de la complicité circulaire. Ça, c'est une loi que nous avons mise au point, Anna Noutiran et moi-même, lorsque nous avons développé la dynamique relationnelle systémique, qui est cette méthode de gestion des relations que nous avons mise au point suite à des problématiques de couple que nous avions eues au début de notre vie conjugale. Et nous avons découvert une loi fondamentale qui est la loi que nous avons appelée la loi de la complicité circulaire. Alors, c'est quoi cette loi de complicité circulaire? Eh bien, c'est une loi qui dit que finalement, ce que je subis de la part de A, eh bien, si en tant que B, je subis son pouvoir et la restriction de mes libertés, c'est parce que j'ai donné, moi, en tant que B, à A, le pouvoir et la permission d'avoir du pouvoir sur moi, de me contraindre, de réduire ma liberté. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les réductions de liberté que nous subissons de la part de A sont d'une manière ou d'une autre le résultat de ma complicité inconsciente, involontaire ou irresponsable, je dirais, d'accepter d'entrer dans le jeu de soumission ou de mise en soumission de la part de A. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que on pourrait se dire, oui, ben alors c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Ça voudrait dire qu'on est coupable de tout ce que l'on subit comme perte de liberté. Alors, je ne vous ai pas parlé de culpabilité, je vous ai parlé de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez pris la responsabilité, sans le savoir et sans le vouloir, de donner à l'autre, de permettre à l'autre de continuer à avoir du pouvoir sur vous. C'est ce que Étienne de la Boétie appelait la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, à travers la pseudo-démocratie, nous donnons le pouvoir à des personnes extérieures à nous de décider d'un certain nombre de lois qui vont nous contraindre dans un système où nous allons perdre une partie ou beaucoup de nos libertés.
Et ça, c'est ce à quoi j'assiste depuis que je suis né, c'est-à-dire ça fait maintenant bientôt 60 ans que j'observe le monde. Alors, je vais dire que les 10 premières années, je ne l'ai pas beaucoup observé de façon consciente, mais à partir de mon adolescence, je me suis rendu compte que plus on avançait dans le temps, plus les libertés fondamentales étaient restreintes. Alors parfois, la restriction de certaines libertés allait dans le bon sens, et ça a été accepté par la majorité de la population. Par exemple, le port de la ceinture de sécurité en voiture. Moi, je me souviens encore d'une époque où on était sans ceinture de sécurité dans les voitures. Et donc, c'est quelque chose qui a été mis en place dans les années 70 en ce qui me concerne au niveau de la Belgique. Il y avait aussi le fait qu'il n'y avait pas de repose-tête toujours dans les voitures, ce qui fait que quand on était embouti par l'arrière, eh bien, il y avait ce qu'on appelle le coup du lapin qui faisait que un certain nombre de personnes pouvaient mourir du contre-coup de ce choc où la tête allait en avant et puis allait en arrière et se cassait les vertèbres cervicales. Donc, on a rendu obligatoire le fait d'avoir des repose-têtes. Et finalement, cette restriction de liberté là vis-à-vis des constructeurs de voitures a été quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Donc je ne suis pas en train de dire que toute contrainte est nécessairement négative. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si la contrainte est quelque chose qui viole la première valeur dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire la valeur d'élan vital, du respect de l'élan vital, si un certain nombre de choses qu'on vous impose vous mettre dans un état de soumission à l'autorité de façon permanente qui fait que finalement vous n'avez plus la liberté et la possibilité de respecter l'élan vital que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est là que ça commence à devenir problématique. Et c'est là qu'il y a une très bonne nouvelle, c'est que si vous comprenez que ce que nous subissons de la part du pouvoir en place, nous ne le subissons que dans la mesure où nous l'acceptons, eh bien, c'est peut-être une mauvaise nouvelle dans un premier temps parce qu'on peut se sentir responsable ou coupable de ce qu'on vit. Mais par contre, l'excellente nouvelle, c'est que si ça dépend de nous d'être sous la contrainte ou sous la domination de quelqu'un, ça va dépendre aussi de nous sortir de cette contrainte. Bien. Alors, vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous avais dit que toute valeur doit être traduite par des comportements. Et je dirais même que nos comportements, normalement, traduisent naturellement les valeurs qui sont importantes à l'intérieur de nous. Et pas le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, nos comportements vont révéler quelles sont nos réelles valeurs. Bon, cela dit, le fait de méditer sur certaines valeurs, ça peut peut-être nous remettre en question, nous inviter à réévaluer notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. Et à ce moment-là, on va pouvoir effectivement changer nos comportements parce que nous aurons été inspirés par certaines valeurs. C'est un peu le but que je poursuis avec vous en vous présentant 5 valeurs qui me paraissent importantes pour traverser des moments de crise. Donc la première, c'est le respect de l'élan vital. La deuxième, c'est le respect de la liberté. Alors, qu'est-ce que ces 3 lois vont nous inviter à faire? Reprenons chacune des lois dans l'ordre et voyons quelle est l'invitation de chacune des lois. Bon, la première loi, qui est la loi de karma, la loi de cause à effet, va nous inviter à devenir de plus en plus responsables de nos actes, mais pas seulement responsables de nos actes, mais responsables aussi de la conséquence de nos actes. Donc ça, je dirais que si on cherche la liberté, si on cherche à respecter la valeur de liberté d'être, si nous voulons être en cohérence dans nos comportements par rapport à cette notion de liberté d'être, eh bien, nous n'avons pas le choix de nous réapproprier notre responsabilité par rapport à nos actes et notre responsabilité par rapport aux conséquences de nos actes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais que le koan zen nous invite à la discipline. Et effectivement, je vous poserai la question en fin de cette vidéo, je vous demanderai, mais examinez un peu dans tous les domaines de votre vie, en quoi est-ce que vous développez une certaine discipline dans votre vie pour atteindre les objectifs ou les buts que vous vous êtes fixés. Et plus vous allez être discipliné, même si au départ ça a l'air un petit peu contraignant,
paradoxalement, plus vous allez découvrir une liberté d'être et une liberté de mouvement, une liberté d'action dont vous serez le premier ou la première à jouir. La troisième loi, qui est la loi de la complicité circulaire, eh bien là, je dirais qu'on pourrait dire que ça nous invite aussi à la responsabilité, évidemment, à la prise de responsabilité, à regarder, mais qu'est-ce qui dans mon comportement, qu'est-ce qui dans mes paroles permet à l'autre de continuer à me contraindre, à me soumettre? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, qui permet à l'autre de me mettre en soumission de façon permanente ou de façon régulière ou répétitive. Mais on pourrait dire aussi que ça nous invite à l'affranchissement par rapport à toutes nos peurs. Parce que c'est vrai que, qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, si vous y réfléchissez un peu, ça c'est quelque chose que j'ai développé dans mon livre Relations et jeux de pouvoir, si vous y réfléchissez un peu, qu'est-ce qui fait que nous donnons à l'autre le pouvoir d'avoir du pouvoir sur nous? La plupart du temps, c'est parce que nous avons peur. Nous avons peur des conséquences, nous avons peur de ses réactions, nous avons peur de perdre l'estime de la personne qui est en situation de domination, je dirais, ou dans une position hiérarchique supérieure. Nous avons peur de perdre la face, nous avons peur de perdre l'image de nous, nous avons peur du regard de l'autre. Et donc, à travers toutes ces peurs, nous donnons finalement le pouvoir à l'autre d'avoir du pouvoir sur nous. Et donc, ce à quoi cette loi de la complicité circulaire nous invite, c'est à nous affranchir de nos peurs, c'est-à-dire à transmuter nos peurs en quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans le principe de réalité. Il y a encore peut-être deux qualités que l'on pourrait développer auxquelles ces lois nous invitent. La première qualité, c'est une qualité d'autonomie, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que je suis autonome. C'est-à-dire, alors la manière dont je définis l'autonomie, c'est pas faire tout seul soi-même et ne plus demander de l'aide à personne. Non, l'autonomie consiste, dans ma définition, à être capable d'identifier quels sont mes besoins, d'être capable de les nommer, de mettre des mots sur mes besoins et de trouver le comportement ou l'action qui est le plus adapté pour satisfaire ce besoin que je viens d'identifier et que je viens de nommer. Et si le comportement de demander de l'aide me paraît être le comportement le plus adapté pour que mes besoins soient satisfaits, eh bien, le fait de demander de l'aide, c'est une preuve d'autonomie. A contrario, on n'est plus autonome à partir du moment où on attend que les autres prennent soin de nos besoins sans rien demander, en espérant que les autres vont deviner ce qu'on leur demande. Ça va? Donc en fait, l'autonomie, ce n'est pas ne faire tout seul. L'autonomie, c'est être capable de poser des gestes, de poser des actes qui vont dans le sens de la satisfaction de nos besoins. D'accord ? Dernière invitation que ces lois nous adressent, c'est la loi de désobéissance. Je dirais que s'il y a bien une chose pour laquelle nous avons du ménage à faire, c'est bien à désobéir à ce qui nous a été imposé à travers notre culture, à travers nos religions, à travers notre éducation, à travers toute une série de lois qui ne sont plus faites pour l'homme, mais qui sont faites pour renforcer le pouvoir des puissants en place. Et donc, j'ai pas dit qu'il fallait bazarder et balancer tout ce qu'on nous avait appris dans notre éducation, mais par contre, c'est intéressant de tout remettre en question au niveau de tout ce dont nous avons hérité au niveau de la religion, au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation scolaire, au niveau des lois, au niveau de la culture, et de reprendre, de réadopter les lois, c'est-à-dire aussi les disciplines qui nous paraissent pertinentes par rapport au respect de notre liberté d'être, et de laisser et de désobéir à tout ce qui nous emprisonne. Vous voyez, je suis toujours frappé, bon, vous le savez, j'ai accompagné quand même des dizaines de milliers de personnes dans des salles physiques, dans des petits groupes, donc j'ai vraiment eu l'occasion d'entendre les confidences de milliers de personnes, et chaque fois que j'entendais des personnes me dire « Quand mon père sera mort, enfin je serai libre ». C'est une illusion parfaite, c'est une illusion complète de croire cela. Parce que, à moins que vous viviez encore chez votre père à l'âge de 60 ans et que votre père a 85 ans,
normalement, la plupart des adultes que je croisais n'étaient pas en colocation avec leurs propres parents ou leur propre père. Donc, qu'est-ce qui faisait dire à ces personnes qui étaient totalement adultes, totalement assumées sur le plan financier, sur le plan professionnel, etc. Qu'est-ce qui amenait ces personnes à me dire, alors qu'elles ne vivaient pas avec leur père au quotidien, quand mon père sera mort, je serai libre? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'ombre du père planait sur l'inconscient de cette personne. Un peu comme l'ombre du père de Mozart planait sur lui après la mort du père de Mozart dans le superbe film Amadeus de Miloš Forman. Ben c'est ça. Et donc, je pense qu'à un moment donné, si nous voulons reconquérir notre liberté, nous allons devoir oser désobéir à un certain nombre de lois iniques, de lois liberticides qui ne respectent pas l'élan vital en nous et qui donc enfreignent aussi notre liberté. Ou pour le dire autrement, si notre liberté est enfreinte, eh bien, nous ne pouvons plus respecter la valeur fondamentale qui est la valeur du respect de l'élan vital. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle à ce stade-ci, et je vais bientôt en avoir fini avec mon exposé. La mauvaise nouvelle, c'est que donc, personne ne vous donnera votre liberté. Hein, quand on dit « je veux lui donner sa liberté, je veux lui rendre sa liberté », etc. À moins que vous soyez dans une prison pour l'instant en train de m'écouter, mais sinon, personne ne vous donnera, en tout cas, votre liberté intérieure, votre liberté d'être, votre liberté d'être pleinement vous-même. Vous voyez, si moi, ça me plaît de me présenter à vous à poil, si ça me plaît de me présenter à vous habillé n'importe comment, à l'époque où je donnais d'ailleurs des séminaires pour le patronat français, je n'ai jamais porté de cravate, je portais ce que j'avais envie de porter. J'avais des cheveux qui tombaient jusqu'au milieu du dos. Ça surprenait beaucoup les patrons d'entreprise qui ne m'avaient jamais vu auparavant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, moi je n'avais pas de site internet, etc. Donc ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Mais quand ils me voyaient débarquer, évidemment, ils ouvraient des yeux comme ça. Mais je m'en foutais. Moi, à cette époque-là, cette chevelure que j'avais correspondait à la vibration dans laquelle j'avais envie de me trouver. Si j'ai envie de me balader nu sur une plage naturiste, évidemment, parce que ma liberté va s'arrêter évidemment où commence celle de l'autre. Donc je ne vais pas imposer, vous voyez, je ne vous impose pas ma nudité complète, hein, j'ai quand même un peu de mousse sur le sexe qui fait que vous ne verrez rien de ce qui est intime chez moi, cette fois-ci en tout cas. Donc si j'ai envie de vivre l'expérience du naturisme sur une plage naturiste, et si j'ai envie de faire cette expérience extraordinairement libérante de pouvoir aller nager dans l'eau en étant nu, j'imagine que beaucoup d'entre vous, même si vous n'êtes pas naturiste, vous avez déjà fait cette expérience d'aller nager nu dans une piscine ou d'aller nager nu dans un lac ou dans une mer parce qu'il n'y avait personne, parce que vous avez enlevé votre maillot une fois que vous étiez dans l'eau, etc. C'est une sensation de liberté extraordinaire. C'est aussi pour ça que je vous ai préparé cette conversation du lundi dans mon bain, bien entendu. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que personne ne vous donnera votre liberté. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la liberté, ça se conquiert, ça se gagne. Et ça se gagne pas en une fois, ça se gagne au quotidien jusqu'à la fin de vos jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous pouvez reconquérir une petite parcelle de liberté. Alors, une fois que je vous ai dit évidemment que la liberté, ça se reconquiert, ça veut dire quoi? Eh bien, j'ai fait une petite liste pour vous aider à regarder où, dans quel secteur vous pourriez reconquérir votre liberté. Donc là, je vais m'aider de mon petit carnet. Dans mon petit carnet, eh bien, j'ai pensé à tous les enfermements et tous les conditionnements que vous pourriez subir ou que vous subissez actuellement. Il y a par exemple, quels sont les conditionnements ou quels sont les enfermements que vous subissez sur le plan matériel. Alors, subir des enfermements ou des conditionnements sur le plan matériel, c'est-à-dire des pertes de liberté sur le plan matériel, ça peut être aussi un loyer
trop élevé ou une maison trop lourde à assumer. Et ce serait intéressant de regarder, est-ce que vraiment vous avez encore besoin de cette grosse maison maintenant que vos enfants sont partis, par exemple? Est-ce que vous ne pourriez pas vous alléger sur le plan matériel? Est-ce que vous ne pourriez pas passer à une solution qui est plus supportable pour vous? Vous voyez, c'est ça aussi les enfermements et les emprisonnements matériels qui font qu'on n'est pas libre. Combien de personnes j'ai entendu pendant la crise du Covid-19, par exemple, ou combien de personnes j'ai rencontré lorsque j'accompagnais des personnes qui travaillaient en entreprise qui me disaient « Je voudrais tellement quitter mon travail, mais j'ai un loyer à payer, mais j'ai une hypothèque à payer, etc. Et donc, je ne suis pas libre, je ne peux pas quitter mon boulot. » Je suis désolé, ça c'est encore une illusion. C'est parce que vous n'avez pas fait le calcul de qu'est-ce que vous êtes en train de payer actuellement sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, qui fait que vous n'avez plus une vie qui correspond du tout aux aspirations de votre âme, versus continuer à payer le remboursement hypothécaire d'une maison qui est beaucoup trop disproportionnée par rapport à vos revenus. Et j'ai connu tellement de personnes qui ont osé à un moment donné tout lâcher, tout revendre pour aller vivre dans un lieu plus petit, mais reconquérir leur liberté. Donc c'est intéressant déjà que vous regardiez quels sont vos enfermements, quelles sont les choses qui vous tiennent à la patte, qui vous tiennent comme un fil à la patte au niveau matériel. Qu'est-ce qui vous tient sur le plan sexuel ? Quels sont les conditionnements que vous subissez sur le plan sexuel? Est-ce que vous avez été un gros consommateur ou une grosse consommatrice de pornographie qui fait que aujourd'hui votre façon de vivre votre sexualité est totalement perturbé et totalement pollué par ces expériences de pornographie? Est-ce que vous avez subi des abus sexuels dans votre enfance, dans votre adolescence, etc. Est-ce que vous faites quelque chose concrètement pour vous libérer et pour retrouver votre liberté d'être au niveau sexuel? Ou est-ce que vous avez décidé jusqu'à la fin de vos jours de rester victime d'un abus sexuel qui est absolument abominable à vivre, j'en conviens avec vous, mais est-ce que pour autant vous êtes obligé de rester victime jusqu'à la fin de vos jours? Ce sont des questions que je vous pose pour que vous puissiez regarder en vous-même comment vous prenez soin pour l'instant de cette valeur de liberté d'être. Quels sont les enfermements que vous vivez, quels sont les conditionnements que vous vivez sur le plan relationnel? Effectivement, est-ce qu'il y a des relations que vous subissez alors que franchement elles ne vous nourrissent plus? Au contraire, elles vous pompent. Et malgré tout, vous continuez à subir un certain nombre de relations parce qu'on vous a dit que c'était pas bien de rompre les relations, parce qu'on vous a dit qu'il fallait être poli et gentil avec les gens, etc., etc. Donc là aussi, est-ce que vous vous sentez libre d'entretenir chacune des relations que vous entretenez avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis, avec votre entourage professionnel, etc., etc. Voyez toutes les questions que vous pouvez vous poser à partir de cette valeur de liberté d'être pour être en cohérence avec, au niveau de vos comportements, avec cette valeur de liberté d'être. Quels sont les enfermements et les conditionnements que vous vivez au niveau amoureux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous sentez coincé dans une relation amoureuse ou dans un conditionnement amoureux qui fait que vous ne vous sentez plus libre du tout d'aimer ou d'être aimé ou de recevoir de l'amour sur le plan intime parce qu'à un moment donné, il y a des conditionnements qui sont venus de nouveau polluer et perturber cette vision que vous auriez pu avoir de l'amour. Quels sont les conditionnements et les enfermements familiaux? Alors là, ceux qui me disent qu'ils n'ont aucun enfermement et aucun conditionnement familial, eh bien, je ne les crois pas, parce qu'effectivement, nous sommes tous victimes d'une manière ou d'une autre de ce on pourrait appeler la transe familiale, c'est-à-dire cette espèce de conditionnement qui, depuis le plus jeune âge, nous a appris à nous soumettre à la loi de la famille. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de se poser la question. Quels sont vos enfermements et vos conditionnements par rapport à toute forme d'autorité? Que ce soit votre patron, si vous avez un patron d'entreprise, que ce soit le gouvernement, que ce soit les experts, que ce soit les prêtres, les gourous, les gens qui dirigent des religions, etc., etc. Quels sont vos enfermements, quels sont vos conditionnements au niveau de toute figure d'autorité?
Quels sont vos enfermements et vos conditionnements dans votre vision du monde, dans votre conception du monde, dans ce que vous pensez à propos du monde? Quelles sont les choses qu'il vous est impossible d'accepter comme faisant partie de la réalité? Je vous ai parlé par exemple dans les dernières syntonisations d'aller marcher en forêt en vous connectant avec les elfes, avec les dévas de la nature, avec toute une série d'êtres invisibles. Est-ce que vous êtes libre d'accepter que éventuellement il pourrait exister ce genre d'êtres et d'entités dans la nature? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement impossible à concevoir? Est-ce que vous pouvez concevoir qu'il est possible de guérir du cancer sans nécessairement passer par la chimiothérapie, etc. Est-ce que vous pouvez concevoir que peut-être il y a d'autres races extraterrestres qui sont déjà là, présentes sur Terre ou autour de la Terre, en train de regarder ce qui se passe pour l'instant et en train de regarder la manière dont on est en train de foutre en l'air notre planète? Est-ce que vous pouvez concevoir le fait que l'histoire du monde telle qu'on nous l'a racontée n'est peut-être pas exactement l'histoire réelle qui s'est passée et qu'on nous a menti depuis des milliers d'années sur la manière dont les choses se sont passées, etc., etc., etc. Et pour terminer, quelles sont vos croyances sur le plan spirituel, c'est-à-dire quelle est votre vision de Dieu, quelle est votre vision de la spiritualité, quelle est votre vision de la transcendance, quelle est votre vision de la supraconscience? Est-ce que vous êtes enfermé, étriqué dans un système de croyances et de morale, ou est-ce que vous êtes capable de concevoir que la réalité non visible, indicible, est peut-être beaucoup plus large que les représentations que vous pouvez vous faire? Voilà. Donc, je vous invite, outre le fait de partager le plus largement possible cette vidéo et de la télécharger pour pouvoir la republier vous-même sur vos pages Facebook et vos chaînes YouTube, eh bien, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'écrire sous cette vidéo ce qui est rentré en résonance dans tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui et surtout, comment est-ce que vous, personnellement, vous posez des actes pour prouver à vous-même finalement, parce qu'en fait, vous n'avez de compte à rendre à personne si ce n'est à vous-même. Prouvez à vous-même que vous êtes en train de reconquérir pas à pas la liberté d'être qu'on vous avait volée. En réalité, on ne vous l'a pas volée, c'est vous qui avez, de façon complice, permis à d'autres de s'en prendre à une partie de votre liberté. Voilà ce que je vous propose de faire pour cette semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour vous présenter la troisième valeur qui sera cette fois-ci en relation avec l'élément métallique.